La paix soit avec vous. Chronique numéro 9. Je vais essayer de vous expliquer quelles sont les forces en mouvement et les écoles de pensée qui aujourd'hui sont présentes dans les structures d'expertise de la mondialisation. Bref, je vais essayer sans prétention, de vous expliquer ce que peut être les différentes conceptions à travers les individus et à travers leurs théories, un résumé bien entendu, des mouvements, je dirais, libéraux, libertariens, parce que cela se mélange un petit peu. Donc, pour rentrer dans le vif du sujet, il faut savoir que tous ces mouvements sont loin d'être de tradition homogène. On peut considérer aujourd'hui que chacun a ses points de vue, même si on peut considérer que pas systématiquement les points de vue concernant chaque question précise, aussi bien sur la conception sociétale qui parfois rentre en conflit avec je dirais, la notion de morale. On peut considérer qu'au niveau économique, ils sont plus ou moins d'accord, même si à l'intérieur, il y a effectivement, je dirais, des oppositions. Alors je vais commencer par l'économie, donc en l'occurrence l'école autrichienne, qui aujourd'hui est en opposition avec l'école de Chicago. Donc qu'est-ce que l'école autrichienne, qu'on appelle l'école viennoise? Il faut savoir qu'elle a été fondée par Karl Menger, donc personnage né en 1840, décédé en 1921. Donc cette école a été fondée en 1871 avec publication de son traité Les principes de l'économie. Donc ses principaux successeurs sont Eugen, ou en allemand Eugen von Bombauer, né en 1851, décédé en 1814. Également Friedrich von Buser, 1851-1926. Nous avons aussi Ludwig von Mises, 1881-1973. Et le grand héritier plus connu sous le nom de Hayek, alias Friedrich von Hayek, né en 1899, mort en 1992. Un petit dernier arrivé qui, lui, a un peu défrayé la chronique, puisqu'il a recentré le tir en y apportant ce que j'appelle une nouvelle conception qui est aujourd'hui très en vigueur à la Silicon Valley. Donc j'ai nommé Murray Rothbard, 1926-1995. Murray Rothbard a apporté dans une certaine forme de capitalisme la conception de l'anarchie, faisant une évolution, bien entendu, de ses pairs. Alors, ce qu'il faut retenir de l'école autrichienne, c'est qu'elle s'oppose à l'utilisation des méthodes des sciences pures en économie et fonde la discipline sur la compréhension, je dirais, logique de l'action humaine individuelle. La plupart des économistes autrichiens ne reconnaissent aucun rôle légitime à l'État, sauf peut-être la production de la justice et de la défense collective. Ceci étant, son alter ego, puisqu'aujourd'hui on parle d'opposition entre l'école autrichienne et l'école de Chicago. L'école de Chicago est un regroupement assez flou, je dirais même vague, d'économistes adhérant à la conception néoclassique qui défendent le libre marché. Le plus célèbre, qu'il faut en retenir, c'est la personnalité de Milton Friedman. Oui, je parle bien de ce même Milton Friedman qui a publié de populaires justifications du capitalisme.
N'oublions pas son ouvrage fondamental, Capitalism and Freedom, paru en 1962, suivi bien entendu de Free to Choose en 1980. Donc, l'école de Chicago est extrêmement influente dans la profession économique actuelle, puisque, n'oublions pas que les néoclassiques constituent le courant dominant aux États-Unis. Je vous rafraîchis un peu la mémoire. Milton Friedman s'est engagé auprès de la dictature chilienne et a envoyé un de ses émissaires, alias Albuquerque, pour former les jeunes cadres de l'Université catholique de Santiago. Rappelez-vous cette fameuse revue qui s'appelait Ladrille en espagnol, donc la brique, qui était un petit condensé, une synthèse prenant, je dirais, le capitalisme dans une société qui avait fait le choix d'une démocratie sociale. Bon, je ne vais pas m'éterniser là-dessus, il y a eu des travaux qui ont été faits largement plus importants et plus dépouillés, et puis de toute manière, ce n'est pas le but du sujet qui nous préoccupe. Alors, puisqu'aujourd'hui ce courant néoclassique constitue, je dirais, le courant ciment, je dirais, dominant aux États-Unis, on peut dire qu'elle s'étend aussi à l'analyse économique de la politique, d'une manière générale, ce qu'on appelle le public choice, c'est-à-dire le choix de la politique gouvernementale américaine, comme par exemple James Buchanan, Gordon Tullock ou George Stigler. Nous avons également des représentants du droit de cette nouvelle économie, qu'on appelle Law and Economics, c'est-à-dire en fait les lois et les économies, représentés par des gens comme Ronald Coase, Richard Posner, Gary Becker. Toutefois, plusieurs économistes de cette école ont tendance à voir des échecs du marché, ce qu'on appelle en anglais, bien sûr, market failure. Donc partout, et je dirais à demander l'intervention de l'État pour les corriger, voulant ainsi créer une situation optimale répondant à leur définition artificielle de la rationalité et de l'efficacité. Alors nous avons aussi des courants un peu plus, je dirais, un peu plus actuels, qui s'appuient plus sur une philosophie politique, reconnaissons-le, qu'une économie stricto sensu à l'état pur. Nous avons le minarchisme, hein, qui est à l'opposé, bien entendu, de l'anarcho-capitalisme. Alors, qu'est-ce que le minarchisme? Le minarchisme, c'est une philosophie politique qui estime que l'État doit se contenter d'exercer les fonctions régaliennes, justice et sécurité, ce qui s'approche un peu plus de la conception, je dirais, libérale européenne. Mais, bien entendu, même si il y a la reconnaissance des fonctions régaliennes, cette conception s'oppose à toute intervention de l'État dans l'économie. La plupart des libéraux classiques, par exemple comme John Locke, ou Adam Smith, ou Jean-Baptiste Say, ou Frédéric Bastiat, Alexis de Tocqueville, etc., défendaient cette vision d'un État minimal, ou ce qu'on pouvait appeler à l'époque un État veilleur de nuit. Le principal problème réside dans la manière de construire un système politique qui empêche le gouvernement d'accroître son pouvoir progressivement et d'abuser de sa position dominante. Cependant, différentes solutions ont été apportées pour résoudre cette difficulté. Nous avons le constitutionnalisme, la séparation stricte des pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires, la démocratie, le fédéralisme et d'autres théories dont la liste serait, je dirais, longue et fastidieuse. Alors, pour ne citer que les auteurs les plus modernes, comme par exemple, notons Ludwig von Mises, donc Liberalism and the Classical Tradition, donc le libéralisme et la tradition primordiale ou classique, selon la traduction. Nous avons bien entendu Friedrich von Hayek, donc la Constitution de la liberté, 1960, droit à législation et liberté.
Nous avons aussi également Robert Nozick, Anarchie, État et Utopie, un livre paru en 1974. Je vous conseille de les lire. Si vous en avez la possibilité de mettre la main dessus, il faut les avoir. Dans toute bibliothèque, pour comprendre un petit peu ce qui aujourd'hui font le marché, il est important d'avoir tous ces penseurs qui ont été, je dirais, les, les- 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 les penseurs fondateurs, on va dire ça comme ça. Nous avons également James Buchanan, hein, qui a écrit un livre assez intéressant, ça s'appelle Les limites de la liberté en 75. Nous avons également Randy Barnett, hein, The Structure of Liberty, qui était un livre qui était fait en 2000. Et effectivement, Richard Epstein, hein, donc Scepticism and Freedom, hein, paru en 2003. Bon, voilà ce que on peut en relever sur le minarchisme. Nous avons également l'anarcho-capitalisme, qui est tout à fait récent. Aujourd'hui, je peux considérer que cette idéologie est une idéologie extrêmement, je dirais, récente et assez intéressante puisqu'elle associe finalement l'inassociable. Finalement, au fond, d'une façon extérieure, il y a contradiction, mais d'une façon profonde, il y a unité, c'est-à-dire qu'il y a une articulation. Je m'explique, je vais déjà définir ce qu'on peut comprendre sur l'anarcho-capitalisme. Alors l'anarcho-capitalisme ne reconnaît aucune fonction légitime de l'État. C'est ce qui fait justement le fait que il y a un lien avec les anarchistes de Bakounine à Proudhon, allant même à des mouvements plus récents, plus contemporains, comme Buenaventura Durruti. Donc, aucune fonction légitime de l'État, c'est ce que je voulais bien planter comme décor, que les choses soient bien comprises, et refuse le concept même du monopole de la justice, de la sécurité sur un territoire. Bien entendu, incluant l'axiome de non-agression, qui empêche toute personne, quelle que soit en autorité ou non, d'initier la force contre un autre. Cela empêche toute collecte de revenus sociaux et fiscaux, bien entendu, et donc l'État ne peut financer son fonctionnement. La différence entre l'anarchisme socialiste et l'anarchisme capitaliste est que euh, ce dernier considère la propriété comme un droit fondamental et fonde toute sa théorie de la justice à partir de ce principe. L'anarcho-capitalisme est le descendant de l'anarchisme individualiste du XIXe siècle. Je vous renvoie à des penseurs comme Benjamin Tucker, Lysander Spooner ou Gustave de Molinari. On peut considérer que c'est une forme de libéralisme radical, faisant l'éloge de l'individualisme, hein, et les principaux penseurs modernes ayant défendu, bien entendu, je dirais, cette théorie, sont très connus dans le milieu, comme David Friedman. Je vous renvoie à son ouvrage de 1971, donc Vers une société sans État. On y arrive. Je vous ai parlé tout à l'heure de Muriel Rothbard, donc L'éthique de la liberté. Livre très intéressant, hein. Nous avons également Bruce Benson, Les entreprises et la loi de 1990. Nous avons aussi Jason Lester, hein, Escape from Leviathan, qui a été faite en 2000. Nous avons Hans Hermann Hoppe, Democracy and the God That Failed. Et nous avons Robert Murphy sur la théorie du chaos. Bon. Maintenant, il y a des stratégies et des politiques étrangères qui vont s'opposer. Vous n'êtes pas sans savoir que les États-Unis, au niveau du gouvernement et des autorités, je dirais entre guillemets de ceux qui ont pour responsabilité de la charge et la gestion de l'État, à d'être plus alertes, plus intéressés par la politique extérieure que par la politique intérieure. Rappelez-vous le débat entre Kerry et George Bush,
où George Bush avouait ouvertement que plus de 80% de la politique américaine était liée à son engagement dans la politique étrangère. Pour preuve, ce qu'il avait défini, comparant justement le social aux États-Unis et le social en Europe, plus précisément la France bien entendu, où il n'a pas hésité à se gauser en disant oui, effectivement, nous les Américains, nous sommes à la calèche au niveau social, ce que les Européens sont à la fusée. Intéressant. Alors, dans cette stratégie politique étrangère, il y a les paléo-libertariens et les néo-libertariens. Alors, qu'est-ce que ce mot paléo-libertarien? Bon, il faut savoir que les paléo-libertariens se sont nommés ainsi pour se distinguer justement des néo-libertariens. Pour eux, dans leur conception, ils voient comme la décadence et la perversion du mouvement, donc du mouvement néo-libertarien, et le terme peut avoir deux sens, non exclusifs, selon le contexte. Premièrement, il désigne une stratégie concernant la manière de provoquer, je dirais, une transition vers une société plus conforme aux idéaux libertariens. Les paléo-libertariens préfèrent le révolutionnaire au progressif et rejettent les mesures qui ne constituent pas clairement une diminution du pouvoir de l'État, c'est-à-dire ce qu'on appelle en anglais Market-Based Initiative, qui finalement, au fond, introduisent un élément de compétition sans être une privatisation complète. Bon, étude, transformation d'une taxe en une autre, libération accompagnée de nouvelles réglementations, etc. Bon. Il faut bien comprendre qu'il refuse de collaborer avec le pouvoir politique et ne se fie pas au processus démocratique pour décimer leurs idées. Certains, notamment par exemple Hans Hermann Hoppe, considèrent que le conservatisme culturel est une composante essentielle de l'idéologie, mais prenons garde, faisons attention. Nous parlons ici d'un conservatisme individuel et non de l'imposition de valeurs à la société entière. Deuxièmement, le terme désigne aussi une politique étrangère non interventionniste et pacifique, surtout depuis le commencement de la guerre contre le terrorisme. Ils rejoignent donc les paléo-conservateurs sur ce point. Parmi les paléo-libertariens, les plus notoires, mentionnons Lew Rockwell, président du Mises Institute, qui définit son organisation comme paléo-libertarien dans les deux sens du terme. Alors, est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que les libertariens, ce que appelait justement Kloskar les libéraux libertaires, peuvent avoir une influence décisive sur les opinions populaires? Parce que c'est finalement ça, parce que pour qu'ils puissent continuer à avoir une certaine hégémonie au niveau international, il faut qu'ils aient des assises. Alors est-ce qu'on peut considérer que c'est un mouvement théorique extrêmement bien structuré, ou est-ce que finalement, au fond, c'est plutôt un labyrinthe chinois ou un casse-tête qu'un authentique mouvement? Les néo-libertariens, quant à eux, adoptent, je dirais, une perspective plus pragmatique. Ils croient légitimer ou fonder des partis politiques et des alliances circonstancielles pour avancer leur cause. Ils reprochent aux paléo-libertariens leur radicalisme et leur attitude. Un peu ce qu'on appelle concept de tour d'ivoire. Les néo-libertariens ne rejettent pas la politique, que ce soit par action directe, pour preuve, par exemple, la présence du Libertarian Party, c'est-à-dire le parti des libertaires, et la formation très très importante, on en parle souvent, et c'est souvent malheureusement l'objet, bien que ça soit une réalité, mais l'objet de pensifs des fois un peu tordus, la formation de think tanks, comme par exemple le Cato Institute. Ils ont tendance à être plus utilitaristes que les paléo-libertariens, qui, eux, je dirais, privilègent le jus du naturalisme. Également qualifié, bien entendu, de left libertarien par les paléo-libertariens, des nominations plutôt critiques, voire même sobriquets ou sournoises, puisque le terme désigne les libertaires socialistes en anglais. Mais enfin bon, je ne vais pas rentrer dans ce domaine.
On les accuse également aussi de tenter de réduire l'importance de la propriété privée par rapport aux questions sociales et de confondre liberté et libertinisme. Vous savez, souvent là, cette notion entre le je suis libéral ou je suis pour la liberté ou je suis libertin. La racine est à l'identique, mais la trajectoire est complètement différente, voire souvent opposée. Enfin bon. Alors, selon la seconde acceptation du terme des néo-libertariens, favorise l'interventionnisme militaire pour imposer la liberté économique et civile à l'étranger. Tiens, tiens, ça vous dit rien? Enfin bon. Les néo-libertariens interventionnistes sont minoritaires en Amérique du Nord, puisqu'ils se confondent parfois avec les mouvements néoconservateurs dominants et mieux organisés, ayant plus de bouteilles et plus d'assises théoriques. Et je dirais des experts mieux aguerris. Par contre, en France, l'interventionnisme militaire est beaucoup plus populaire chez les libertariens. J'en veux pour preuve des personnes comme par exemple Glucksmann ou Bernard Kouchner. Alors, maintenant nous allons traiter de l'éthique, entre guillemets, ce qu'on appelle les utilitaristes, contre les jus naturalistes. On va y arriver. Ce sont des termes qui sont, je dirais, qui sont très cachés, je veux dire, ce sont des termes qui sont réservés à des milieux très fermés. Une des raisons pourquoi, je sais que certaines personnes vont entendre pour la première fois, je dirais, ces qualificatifs. Alors, l'utilitarisme ou le conséquentialisme, hein, qui est une approche éthique fondée sur la maximisation du bonheur de la société en général. Alors, il y a des débats entre experts, des débats entre différents groupes de lobbying, qui n'ont pas peur de le dire, puisque nous sommes aux États-Unis, que le lobbying est une, je dirais, une totale acceptation. Et donc, le débat entre utilitaristes et jus naturalistes en est un, je dirais, de philosophie générale qui ne se rattache pas spécifiquement au mouvement libertarien. Cependant, les deux camps sont clairement opposés et leur éthique influence grandement leur philosophie politique et parfois même leur pensée économique. C'est ce qu'il faut bien comprendre. C'est-à-dire que, premièrement, ils ont une philosophie politique et cette philosophie politique peut, à un moment donné, rentrer dans le théorique et de l'économie en faire une philosophie. Bon. Nous avons Ludwig von Mises et David Friedman, qui sont deux exemples d'utilitaristes, bien que les définitions du concept varient. Parce qu'il y a énormément de nuances. C'est pour ça que quand on parle de capitalisme, il faut énormément nuancer. Parce que même au sein d'une même école, il peut y avoir des tendances. Alors, les économistes néoclassicistes ou néoclassiques sont très souvent d'un utilitarisme marqué, utilisant des critères tels que de l'optimalité, de Pareto ou de Kaldor-Hick. Bon, les économistes utilitaristes insistent sur le caractère amoral, ce qu'on appelle value free, de leur science. Ils refusent de reconnaître une éthique universelle indépendante du bien humain. Donc, je viens de planter le décor sur la conception, je dirais, plus ou moins claire, parce que finalement, quand on regarde, c'est pas très très clair. Ce sont vraiment des débats d'experts, entre guillemets, ou de philosophes, et quand la philosophie, à un moment donné, se mélange avec, je dirais, les mathématiques, ça devient compliqué. Bon, enfin bon. Nous avons le jus naturalisme, hein, qui est une approche éthique fondée sur la croyance en un système de justice universelle, indépendant de l'ordre politique en place, et découlant bien entendu des principes intrinsèques, je veux dire, de l'existence humaine. Les jus naturalistes pensent qu'il est possible de déduire logiquement un droit naturel à partir d'axiomes, par exemple le principe de non-agression, et que ces règles doivent s'appliquer de façon égale à tous. Jus naturaliste est fortement lié à la pensée aristotélicienne, donc thomiste, et chrétienne, fatalement, puisque considère implicitement le monde comme harmonieux par sa nature. Murray Rothbard et ses adeptes, ou je dirais, ses continuateurs du Mises Institute, favorisent ce genre d'éthique. Plusieurs penseurs classiques, dont Frédéric Bastiat, ne voyaient aucun conflit entre les approches
Je suis naturaliste et utilitariste, puisque ce qui est conforme au droit naturel devrait nécessairement maximer le bonheur de la société. Alors, je viens de vous parler des mouvements qui aujourd'hui foisonnent, se combattent, bien entendu, combat dédié, hein, prenons-nous, on n'est pas dans un combat militaire ou de violence ou d'esclandre physique, mais il y a au sein de ces mouvements d'autres conceptions encore qui peuvent marquer, je dirais, les différences. Nous avons par exemple l'objectivisme, qui est une philosophie qui est étroitement liée à la personne de Ayn Rand. Hein, donc je fais un petit clin d'œil à Arsénio là-dessus, il se reconnaîtra. Ayn Rand, 1905-1982, écrivaine et philosophe américaine d'origine russe. Donc elle est connue pour ses romans, ce qu'on appelle la source vie, hein, également l'Atlas Shrugged, en 1957, qui furent des succès populaires et influents. Rappelez-vous que ces ouvrages ont également influencé Steve Jobs, qui est le patron d'Apple, et ce n'est pas rien. Donc l'objectivisme n'est pas seulement une philosophie, je dirais, politique, il se veut un système complet englobant autant l'éthique que l'esthétique, dans la vertu de l'égoïsme. Donc, Rand défend l'idée que l'égoïsme ne devrait pas être découragé, mais plutôt célébré en tant que seul comportement rationnel et conforme à la nature humaine, ce que Arsénio avait défini comme étant un collectivisme de l'égoïsme ou de l'individualisme. Bien que entre le mot égoïsme et individualisme, il faut faire très attention parce que si ces deux mots existent, c'est qu'il y a quand même une nuance. Mais enfin bon, je ne vais pas rentrer là-dedans. Donc, les ouvrages d'Ayn Rand ont beaucoup contribué à la popularisation du mouvement libertarien et à la défense morale du capitalisme. Malheureusement, de nombreux éléments caractéristiques de sa pensée lui enlèvent son sérieux et sa crédibilité, même si je vais déplaire. D'abord, elle ne reconnaît qu'un philosophe important avant elle, en l'occurrence Aristote, et rejette en bloc les idées de tous les penseurs de la civilisation occidentale. Et ça, certains ne le mentionnent pas. Ce point l'a conduit à un manque flagrant d'humilité. Nourri par un culte de la personnalité, entretenu par ses proches, collaborateurs, ses positions sur certains sujets comme l'athéisme, l'anarchisme, sont plus dogmatiques, donc très proches d'une certaine vision marxiste, que justifiées intellectuellement. C'est marrant comme des fois les oppositions peuvent se ressembler, mais enfin bon. D'ailleurs, elle refusait d'être associée à la philosophie libertarienne, car elle considérait les libertariens comme des hippies de droite, ou je dirais des socialistes bourgeois, ce qu'on peut appeler aujourd'hui notre classe bobo, voire même ce qu'on pourrait déterminer comme étant des plagiaires. Donc, alors que même elle ne citait que, je dirais, rarement ses sources, et reprenait souvent des idées développées par les libéraux classiques depuis des siècles, au-delà de cette bataille, nous pouvons constater que les objectifs sont bel et bien alliés des libertariens sur une grande étendue de questions. D'ailleurs, certains économistes contemporains, comme George Reisman, Capitalisme a Treatise on Economy, tentent de concilier l'objectivisme et méthodologie autrichienne. Nous avons également le géolibertarianisme, pas mal de sectes dedans, qui est une autre philosophie politique distincte du minarchisme et de l'anarcho-capitalisme, dont l'influence est toutefois plus restreinte. Ce groupe associe ou associé à l'économiste américain Henry George, se situe à la frontière du libertarianisme capitaliste et du libertarisme socialiste. Les géolibertariens refusent de reconnaître, que les choses soient claires, on va essayer de planter le décor, les géolibertariens refusent de reconnaître la propriété dans la terre, puisqu'elle n'est pas créée par le travail humain. La terre étant la propriété commune de l'humanité, tout utilisateur doit verser une taxe sur la valeur de la terre, taxe qui sera bien entendu redistribuée à l'ensemble de la communauté.
Mais c'est vrai qu'effectivement, on n'est pas très loin d'une certaine forme de collectivisation. C'est étonnant. C'est toujours surprenant de voir, à la lumière de l'étude de tous ces spécialistes, ces théoriciens de l'économie, où ils rognent le plus souvent sur les analyses marxistes. Mais bon. Et nous avons également le civil libertarianisme, qui se rattache au mouvement libertarien, uniquement en ce qui a trait, je dirais, aux questions sociales telles que la liberté d'expression, la législation des drogues ou les droits constitutionnels fondamentaux. Je dirais qu'il rejette l'ingérence du gouvernement dans la vie privée des citoyens, mais la plupart des civils libertariens sont en faveur de l'État-providence et ne défendent pas la liberté économique. Des associations telles que American Civil Liberty Union et Electronic Frontier Foundation, représentant bien sûr ce point de vue. Alors, en guise de conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire finalement à la lumière de toutes ces analyses et de toutes ces pensées qui finalement au fond sont très nuancées, parfois en opposition? Nous constatons qu'effectivement, là je rejoins pas mal d'amis là-dessus, c'est que il y a un foisonnement intellectuel de développement, de compréhension, d'écoles en activité du côté capitaliste. Et malheureusement, l'Union soviétique n'a pas su faire comme, parce que de toute façon ce sont les deux mâchoires, donc le marxisme avait aussi la capacité de développer toutes ces nuances, de mettre en place des organisations pluralistes pour discuter du marxisme, et finalement au fond, en ayant constitué un savoir, une doxa scientifique unique et indiscutable, et bien finalement ils se sont tirés une balle dans le pied, excusez-moi l'expression. Alors en guise de conclusion, pour ce qu'il en est de ce que je viens d'énoncer, c'est que nous constatons en fin de compte que le mouvement libertarien ou libéral-libertaire, comme toute idéologie minoritaire, est particulièrement divisé, ce qui n'empêche jusqu'à un certain point, je dirais, sa propagation à grande échelle. Bien qu'il faut en tirer des idées, puisque peut-être source d'inspiration chez même les détracteurs qui appartiennent, je dirais, au même mouvement. Par exemple, l'analyse de Rothbard sur la question je dirais, qui est très pertinente à mon avis. D'une part, il faut éviter l'opportunisme en reniant et en pratique nos principes fondamentaux. D'autre part, il faut éviter les guerres de clochers, le rejet de toute contribution de la part de quelqu'un qui n'est pas, je dirais, pur libertarien. Pour illustrer, je dirais, ces deux attitudes, nous pouvons donner comme exemple d'opportunisme M. Friedman, enfin Milton Friedman, qui a aidé à mettre en place un système de retenue à la source pour faciliter l'imposition des salariés et qui défend ce que j'appelle le revenu minimum, ce qu'on a un temps soit peu appelé également l'impôt négatif, par opposition à l'intransigeance je dirais, de plusieurs Rothbardiens du Mises Institute qui s'attaquent à Hayek ou à Keynes avec la même véhémence, comme si le premier n'était pas beaucoup plus près d'eux. Enfin, les libertariens ne pourront avoir une influence décisive sur l'opinion populaire tant qu'ils ne se rassembleront davantage. Et finalement, au fond, si on peut en faire, je dirais, une analyse définitive, c'est que si du côté marxiste ils ne se réveillent pas, je pense que effectivement, en tout cas dans l'immédiat, ils ont beaucoup d'années encore devant eux, car ils arrivent à influencer des sources, je dirais des mouvements très bien placés dans les hautes technologies, et qui est le cas de la Silicon Valley par exemple. Je suis preuve du contraire. Je pense que la Chine est en train de développer un autre concept, mais voilà, bon, de toute façon, tout reste à faire. En tout cas, je vous remercie pour d'avoir écouté ce petit éclairage sur les différentes tendances au sein du capitalisme. J'espère que cela va vous intéresser et avec les informations que j'ai pu délivrer sur les différents intervenants, donc les penseurs, les chefs d'école, vous permettront de pouvoir connaître mieux cette forme de pensée. Je vous remercie, bon courage.